Durant toute ma vie professionnelle, je me suis consacré à analyser la naissance, l'apogée, puis le déclin des empires, à suivre ces cycles de domination qui semblent se répéter dans l'histoire avec une régularité presque implacable. Pourtant, ce dont j'ai été témoin dans les Caraïbes il y a seulement quelques semaines a ébranlé même les schémas que je croyais maîtriser. Rien de spectaculaire, aucun tir, aucune explosion, aucun discours flamboyant destiné aux caméras. Et pourtant, ce moment figure parmi les plus révélateurs que j'ai observés en plusieurs décennies passées à décortiquer la puissance américaine. Des bâtiments militaires russes ancrés près des côtes du Venezuela. Pas une escale protocolaire, encore moins un simple symbole vide, mais plutôt une déclaration silencieuse, froide, calculée, presque chirurgicale dans sa précision. Dans ces eaux, il ne s'agissait pas seulement d'une manœuvre navale conjointe. Ce qui s'est joué là dépassait largement un exercice militaire ordinaire. C'était en pratique l'effritement d'un principe qui a orienté la diplomatie américaine pendant plus de 200 ans. La doctrine Monroe. Cette conviction quasi sacrée répétée depuis 1823 comme une vérité intangible. L'hémisphère occidental relève par histoire et par stratégie de l'influence de Washington. Or, dans les Caraïbes, ce principe s'est éteint discrètement, et la plupart des Américains ne l'ont même pas remarqué. CNN a parlé d'une provocation. Le Pentagone a dénoncé des actions déstabilisatrices. Les responsables officiels ont ressorti la rhétorique habituelle sur les dangers pour la sécurité régionale. Mais d'une manière ou d'une autre, tous sont passés à côté de l'essentiel. Ce n'était pas une agression russe inattendue, c'était une réponse, une réaction logique, calculée et longuement préparée face à des décennies de provocations américaines. Et voici la question inconfortable, celle qui est rarement formulée à Washington. Non pas si les USA ont anticipé ce résultat, mais pourquoi ils se sont poussés eux-mêmes vers lui. Parce que les empires ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Ils s'érodent, s'usent, commettent de petites erreurs, au début presque imperceptibles, qui s'accumulent pendant des années jusqu'à ce que, soudain, un geste apparemment mineur révèle que quelque chose de fondamental s'est brisé. C'est exactement ce qui s'est passé dans les Caraïbes. Pendant 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, les USA ont opéré sous une supposition dangereuse. Que leur suprématie n'avait pas de limite réelle, qu'ils pouvaient élargir les alliances, imposer des sanctions, redessiner les sphères d'influence et punir les dissidences sans conséquences stratégiques à long terme. Chaque mouvement était justifié avec le même langage moral. Démocratie, liberté, ordre international basé sur des règles. Mais le pouvoir réel ne fonctionne pas avec des justifications morales. Il fonctionne avec des perceptions de menaces, avec des lignes rouges, avec des réponses symétriques. Ce n'était pas une agression russe inattendue, c'était une réponse, une réaction logique, calculée et longuement préparée face à des décennies de provocations américaines. Et voici la question inconfortable, celle qui est rarement formulée à Washington. Non, pas si les USA ont anticipé ce résultat, mais pourquoi ils se sont poussés eux-mêmes vers lui? Parce que les empires ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Ils s'érodent, s'usent, commettent de petites erreurs, au début presque imperceptibles, qui s'accumulent pendant des années jusqu'à ce que soudain, un geste apparemment mineur révèle que quelque chose de fondamental s'est brisé. C'est exactement ce qui s'est passé dans les Caraïbes. Pendant 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, les USA ont opéré sous une supposition dangereuse, que leur suprématie n'avait pas de limite réelle. Qu'ils pouvaient élargir les alliances, imposer des sanctions, redessiner les sphères d'influence et punir les dissidences sans conséquences stratégiques à long terme. Chaque mouvement était justifié avec le même langage moral. Démocratie, liberté, ordre international basé sur des règles. Mais le pouvoir réel ne fonctionne pas avec des justifications morales. Il fonctionne avec des perceptions de menaces, avec des lignes rouges, avec des réponses symétriques. Je me souviens bien du climat intellectuel des années 90. L'euphorie, la sensation qu'il n'y avait plus d'alternative réelle. Francis Fukuyama a mis des mots sur ce sentiment quand il a parlé de la fin de l'histoire. Il ne le disait pas comme de la propagande bon marché, mais comme une conviction partagée par une grande partie des élites occidentales. La démocratie libérale de marché avait gagné et ne serait plus défiée de manière significative.
C'est le moment exact où l'erreur la plus coûteuse a été commise. Au lieu d'utiliser cette position unique pour construire une architecture de sécurité véritablement inclusive qui incorporerait la Russie comme un acteur légitime dans un nouvel ordre post-guerre froide, Washington a choisi un autre chemin. Il a choisi la domination. Il a choisi de conserver et d'élargir les structures créées pour contenir un ennemi qui n'existait plus. L'OTAN ne s'est pas dissoute, ne s'est pas transformée. Elle s'est élargie. Et cet élargissement a été présenté encore et encore comme une mission morale, comme l'exportation naturelle de la démocratie vers l'Europe de l'Est. Mais depuis Moscou, la perception était radicalement différente pour la Russie. Peu importait que l'expansion s'accompagnât de discours sur les droits de l'homme ou les élections libres, ce qu'elle voyait, c'était une alliance militaire avançant inexorablement vers ses frontières. C'est là qu'apparaît une figure que Washington a préféré ignorer. George Kennan, l'architecte original de la stratégie de confinement pendant la guerre froide. Un homme qui comprenait mieux que quiconque la psychologie stratégique russe. Kennan a averti de manière claire et publique que l'expansion de l'OTAN serait l'erreur la plus grave de la politique étrangère américaine dans l'ère post-guerre froide. Non pas parce que la Russie était bienveillante, mais parce que n'importe quelle Russie, sous n'importe quel gouvernement, percevrait cette expansion comme une menace existentielle. Mais ces avertissements ont été écartés comme dépassés, comme des reliques d'un autre temps. Washington était convaincu que la Russie était trop faible, trop désorganisée, trop dépendante du système occidental pour répondre de manière significative. Ainsi a commencé une chaîne de décisions qui, vue rétrospectivement, semble presque mécanique. Pologne, Hongrie, République tchèque, puis les États baltes, la Bulgarie, la Roumanie. Chaque cycle d'expansion renforçait à Moscou la sensation d'un encerclement stratégique et chaque fois que la Russie exprimait sa préoccupation, elle était accusée de paranoïa ou de nostalgie impériale. Le point de non-retour est arrivé en 2008 au sommet de l'OTAN à Bucarest. Là, il a été annoncé que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient éventuellement membres de l'Alliance. Pour Washington, c'était une autre déclaration principe. Pour Moscou, c'était la confirmation de sa pire crainte. L'Ukraine n'est pas simplement un pays voisin pour la Russie, c'est le noyau historique de son identité. Le premier État russe est né à Kiev. Penser à des systèmes militaires d'une alliance rivale à quelques centaines de kilomètres de Moscou n'était pas une question idéologique. C'était une ligne rouge stratégique qu'aucun dirigeant russe, quel que soit son signe politique, ne pouvait ignorer. Et pourtant, Washington a continué, convaincu que la Russie n'avait pas d'option réelle, qu'elle protesterait mais accepterait, qu'elle grognerait mais ne mordrait pas. C'était la grande erreur de calcul, car pendant que les USA s'habituaient à élargir leur influence sans opposition effective, la Russie a commencé à penser en termes différents. Pas en confrontation directe, pas en compétition symétrique avec le pouvoir américain, mais en construction de réponses indirectes, asymétriques, stratégiques. Des réponses qui ne chercheraient pas à vaincre les USA sur leur terrain, mais à les obliger à sentir dans leur chair les conséquences de leur propre logique. Pendant que Washington élargissait l'OTAN vers l'Est, il appliquait une logique parallèle dans son propre hémisphère. Une logique qui n'avait pas besoin de chars ni de débarquement amphibie. Une logique plus silencieuse, mais tout aussi brutale. La coercition économique comme arme stratégique. Le Venezuela est devenu le laboratoire parfait. Quand Hugo Chavez est arrivé au pouvoir en 1999, il ne représentait pas une menace militaire pour les USA. Il n'avait pas d'armes nucléaires, il n'avait pas d'alliance militaire formelle avec des puissances rivales. Il n'avait pas la capacité de projeter du pouvoir hors de ses frontières. La seule chose qu'il possédait était quelque chose de beaucoup plus dangereux du point de vue de Washington. Le contrôle souverain sur une ressource critique et la volonté politique de l'utiliser de manière indépendante. Le péché originel de Chavez, selon la logique américaine, n'était pas sa rhétorique ni son style. C'était une décision concrète et matérielle. Affirmer que le pétrole vénézuélien devait servir d'abord les Vénézuéliens, pas les grandes compagnies pétrolières étrangères, pas les marchés financiers internationaux, pas l'architecture énergétique conçue pour bénéficier aux USA. Cet acte a rompu une règle non écrite de l'ordre hémisphérique. L'Amérique latine pouvait élire des gouvernements de gauche ou de droite, démocratiques ou autoritaires, tant qu'ils respectaient une prémisse fondamentale. Les ressources stratégiques ne se touchent pas sans permission implicite de Washington.
Chavez a rompu cette prémisse, et la réponse a suivi un schéma si prévisible qu'il semble presque automatique quand on l'observe avec distance historique. D'abord, pression diplomatique, avertissements, éditoriaux moralisateurs, puis tentative d'isolement politique. Quand cela n'a pas fonctionné, sanctions économiques sélectives. Et quand les sanctions n'ont pas produit l'effondrement attendu, on est passé au niveau suivant. Le coup d'État de 2002 n'était pas un accident historique. C'était l'expression logique d'une stratégie qui avait déjà été appliquée avec succès dans d'autres régions du monde. Changer le leader, rétablir un gouvernement raisonnable, normaliser les relations et revenir au statu quo énergétique. Mais le coup a échoué, et cet échec a eu des conséquences profondes que Washington a complètement sous-estimées. Pour Caracas, le message était cristallin. Les USA n'accepteraient jamais un projet souverain de ressources à 90 minutes de vol de Miami. Peu importait à quel point le processus était démocratique, peu importait combien d'élections étaient remportées, l'objectif final resterait le même. À partir de ce moment, le Venezuela a cessé de traiter la confrontation avec les USA comme une possibilité lointaine. Il l'a assumée comme une certitude stratégique. Cela a tout changé. Quand Maduro a pris le pouvoir en 2013, la relation n'était plus diplomatique. Elle était ouvertement hostile. Washington a abandonné toute prétention de coexistence et a adopté une stratégie d'asphyxie totale. Sanctions financières, blocage d'actifs, restrictions au commerce pétrolier, exclusion du système financier international. L'objectif, exprimé sans détour par des figures comme John Bolton, était de faire crier l'économie. Et elle a crié. L'économie vénézuélienne s'est effondrée d'une manière que peu de pays ont connue en temps de paix. Contraction supérieure à 70%, hyperinflation dévastatrice, pénurie de médicaments, effondrement des services publics. Des dizaines de milliers de morts ont été attribués directement à l'impact des sanctions, des millions de réfugiés ont fui vers les pays voisins. Selon la logique de Washington, cela devait être suffisant. Aucun gouvernement ne pouvait survivre à une telle pression. Aucun. Sauf que le calcul ignorait une variable fondamentale, la réaction stratégique de l'adversaire. Au lieu de s'effondrer, l'État vénézuélien s'est reconfiguré. Il a abandonné toute illusion de normalité économique, étant entré en mode d'économie de guerre. Et le plus important, il a cherché des alliés qui ne dépendaient pas du système dominé par les USA. C'est là que la Russie entre pleinement en scène. Pour Moscou, le Venezuela n'était pas un problème idéologique. Il ne s'agissait pas de socialisme ni d'affinité politique. Il s'agissait de géopolitique pure. Un pays avec les plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète, sous siège direct des USA, situé au cœur de l'hémisphère occidental. Une opportunité stratégique impossible à ignorer. Le Venezuela possède en effet les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, ce qui en fait un enjeu énergétique majeur. Pendant que Washington voyait le Venezuela comme un objectif qui devait être brisé, Moscou l'a vu comme un point d'appui, une manière de répondre, de façon indirecte, à l'expansion de l'OTAN, une pièce qui pouvait altérer l'équilibre psychologique du pouvoir américain. La coopération a commencé de manière pragmatique. Investissement énergétique, assistance technique, canaux financiers alternatifs. Puis sont venus les accords militaires, système de défense aérienne, entraînement, échange de renseignements. Des accords énergétiques, militaires et technologiques ont d'ailleurs été signés entre Moscou et Caracas, renforçant leur partenariat stratégique. Rien de spectaculaire au début, tout incrémental, tout conçu pour résister à la pression. Et voici où les USA ont commis leur deuxième grande erreur. Ne pas comprendre que les sanctions n'isolent pas. Elles connectent. Chaque sanction pousse les sanctionnés à se trouver entre eux, à coopérer, à créer des systèmes parallèles. Le Venezuela n'est pas resté seul. Il s'est intégré à un réseau croissant de pays qui avaient appris, à la dure, à survivre en dehors de l'ordre américain. La Russie a apporté la sécurité, la Chine a apporté le muscle économique, l'Iran a apporté l'expérience dans l'évasion des sanctions. Ensemble, sans besoin d'une alliance formelle, ils ont construit quelque chose de beaucoup plus résistant, un écosystème de survie. Et le Venezuela est devenu la preuve vivante que, même dans l'hémisphère américain, il était possible de défier la coercition sans s'effondrer, que la doctrine Monroe n'était pas une loi naturelle, mais une convention soutenue par un pouvoir relatif. Pour comprendre l'ampleur réelle de ce qui s'est passé quand les navires russes sont apparus au large des côtes vénézuéliennes,
Il faut se détacher de la lecture superficielle, celle qui se limite aux gros titres et aux communiqués officiels. Ce n'était pas un exercice naval de plus. Ce n'était pas une provocation théâtrale conçue pour apparaître dans les nouvelles pendant 48 heures. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus définitif. Un acte d'invalidation historique. La doctrine Monroe, proclamée en 1823, n'était pas seulement une déclaration diplomatique. C'était une affirmation de pouvoir nu. Un message simple dirigé au monde. L'hémisphère occidental est notre espace exclusif. L'Europe d'abord, puis n'importe quelle puissance externe devait se tenir à l'écart. Pendant 2 siècles, cette doctrine s'est maintenue non pas par son élégance morale, mais parce que les USA avaient la capacité réelle de l'appliquer. Navires, bases, interventions, coups d'État, pression économique. Tout cela était l'infrastructure matérielle qui convertissait une phrase du 19e siècle en une réalité politique tangible. Mais les doctrines ne meurent pas quand quelqu'un les déclare obsolètes. Elles meurent quand elles cessent d'être obéies. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les Caraïbes. Quand la Russie envoie des navires de guerre dans les eaux vénézuéliennes, elle ne demande pas de permission. Elle ne négocie pas. Elle ne teste pas de limites. Elle agit comme si la doctrine Monroe n'existait plus. Et le plus important, elle démontre que les USA n'ont plus la capacité ni la volonté de l'empêcher. C'est la véritable rupture. Parce que si la doctrine était encore vivante, la réponse aurait été immédiate et catégorique. Pas avec des déclarations, mais avec des faits. Exclusion forcée, dissuasion réelle. Rien de cela ne s'est produit. Il y a eu des communiqués, de l'indignation rhétorique, des analyses à la télévision, mais il n'y a pas eu d'action. Et le monde l'a remarqué. C'est là que le dommage devient irréversible. Le pouvoir hégémonique ne s'érode pas seulement quand il perd des guerres. Il s'érode quand il cesse de réagir face à des défis qu'il aurait auparavant considérés comme inacceptables, quand il tolère ce qu'il aurait auparavant puni, quand il proteste, mais n'agit pas. Ce silence opérationnel a été assourdissant. Pendant des décennies, les USA ont maintenu près de 800 bases militaires dans plus de 70 pays, ont patrouillé chaque océan et sont intervenus dans des conflits à des milliers de kilomètres de leurs frontières avec la conviction que personne ne pouvait leur faire la même chose dans leur propre voisinage. Cette asymétrie était l'essence de l'ordre unipolaire. La Russie l'a brisé sans tirer un seul coup et l'a fait en utilisant la logique que Washington avait normalisée pendant des années. Si les USA peuvent avoir une présence militaire en mer Noire, dans la Baltique ou dans le Pacifique occidental, pourquoi la Russie ne pourrait-elle pas opérer dans les Caraïbes? Quel principe légal l'empêche? Quelle norme internationale interdit des exercices navals avec un État souverain qui l'a demandé? Il n'existe aucune telle norme. La seule barrière était politique. Et cette barrière s'est effondrée au moment où les USA ont découvert qu'ils ne pouvaient pas escalader sans payer un prix disproportionné. Parce que voici une vérité inconfortable que Washington évite d'affronter. Ils ne peuvent plus répondre à tous les défis. Ils sont stratégiquement surchargés. Ukraine, Moyen-Orient, Indo-Pacifique, tensions internes, crise fiscale, polarisation politique. La marge pour ouvrir un nouveau front de confrontation réel dans les Caraïbes simplement n'existe pas. Et la Russie le sait. Si la présence russe au Venezuela représente une violation intolérable de l'ordre hémisphérique, pourquoi les USA ne l'arrêtent-ils pas? La réponse courte est brutale. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire sans se faire du mal d'une manière qu'ils ne sont plus disposés ni capables de supporter. Pendant une grande partie du 20e siècle, les USA pouvaient répondre à ce type de défi avec une escalade contrôlée, une démonstration de force, un avertissement crédible, un déploiement naval supérieur qui laissait clair qui commandait. Cette capacité reposait sur 3 piliers: suprématie militaire indiscutée, cohésion politique interne et une économie capable d'absorber presque n'importe quel coup. Aujourd'hui, ces 3 piliers sont érodés en même temps. Militairement, les USA restent une puissance formidable, mais ils ne sont plus omnipotents. Leurs forces sont dispersées dans plusieurs théâtres. L'Ukraine consomme des ressources, des munitions, de l'attention stratégique et du capital politique. L'Indo-Pacifique exige une présence constante face à la Chine. Le Moyen-Orient ne cesse jamais de brûler. Ouvrir une confrontation réelle dans les Caraïbes contre la Russie, même indirecte,
impliquerait d'assumer des risques d'escalade qu'aucun président américain ne peut justifier devant une opinion publique épuisée par des décennies de guerres non concluantes. Parce que voici la vérité que Washington admet rarement. Le public américain ne croit plus aux guerres de démonstration, n'achète plus le récit de conflits lointains présentés comme nécessaires pour la sécurité nationale. L'Afghanistan et l'Irak ont détruit cette crédibilité. Et le Venezuela n'est pas une cible facile. Ce n'est pas la Grenade, ce n'est pas le Panama en 1989. C'est un grand pays, avec une géographie complexe, avec une population politisée par des années de confrontations externes, et avec un soutien direct, bien que calibré, de puissances nucléaires. Toute action militaire directe impliquerait un risque réel d'affrontement avec la Russie, même si c'est par accident, par calcul erroné ou par escalade non intentionnelle. Ce risque est inacceptable, mais la limite n'est pas seulement militaire, elle est économique. Les USA traversent une phase de vulnérabilité structurelle qui n'existait pas dans les décennies précédentes. Dette publique explosive, dépendance au financement externe, tensions inflationnistes. Une économie qui ne peut plus se permettre de chocs géopolitiques supplémentaires sans conséquences internes immédiates. Une escalade dans les Caraïbes ne serait pas gratuite. Elle affecterait les marchés énergétiques, impacterait les assurances maritimes, altérerait les flux commerciaux, générerait de l'incertitude financière. Et tout cela à un moment où Washington a désespérément besoin de stabilité pour soutenir sa propre architecture économique. C'est pourquoi la réponse se limite à des déclarations, à des avertissements vagues, à des gestes symboliques, parce que n'importe quoi au-delà de cela aurait un coût qui dépasse les bénéfices stratégiques. Ainsi, les USA restent piégés dans un paradoxe dangereux. S'ils répondent avec force, ils accélèrent leur déclin. S'ils ne répondent pas, ils confirment la perte d'autorité. La Russie a parfaitement compris ce piège. C'est pourquoi elle a agi de la manière dont elle l'a fait. Elle n'a pas cherché à humilier les USA avec un spectacle militaire massif. Elle a cherché à les obliger à accepter une nouvelle normalité. Et elle a réussi. La présence russe au Venezuela n'a pas besoin d'être permanente pour être efficace. Elle doit seulement être possible. Elle doit seulement s'être produite une fois sans conséquences réelles. À partir de là, le précédent est établi. Et les précédents en politique internationale sont plus puissants que les discours. Ce qui vient après ne dépend plus seulement de la Russie ou du Venezuela. Cela dépend de la manière dont le reste du monde interprète ce moment, des conclusions que tirent d'autres puissances moyennes et petites qui observent avec attention. Parce que si l'hémisphère occidental n'est plus intouchable, si la doctrine Monroe n'est plus appliquée, alors la carte mentale du pouvoir global change pour tous. Ce qui s'est passé dans les Caraïbes n'est pas un épisode isolé. C'est un signal structurel, une fissure visible dans un système qui, pendant des décennies, s'est maintenu plus par inertie que par consensus réel. Les navires russes dans les Caraïbes n'ont pas tiré un seul missile. Ils n'en avaient pas besoin. Leur message a été transmis par le simple fait d'être là et par l'incapacité des USA à les obliger à partir. Ce silence, cette acceptation forcée, fut plus éloquente que n'importe quel discours. La doctrine Monroe n'a pas été abolie officiellement. Elle a été dépassée par la réalité. Alors, selon vous, assistons-nous réellement à la fin silencieuse de la doctrine Monroe ou simplement à une pause stratégique avant une réaction américaine plus large? Partagez votre analyse dans les commentaires. Basculement historique irréversible ou illusion passagère d'un monde multipolaire? Si ce décryptage vous a aidé à comprendre les dynamiques profondes du pouvoir mondial, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.